Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou partager cet épisode. C'est ce qui permet de faire grandir le podcast et de faire briller l'écosystème Health Tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. Et un peu de suspense avant de se lancer, car je vous ai trouvé un entrepreneur exceptionnel, Jonathan Benhamou. Il a cofondé PeopleDoc, revendu 300 millions de dollars en 2018, ce qui en fait l'une des plus belles réussites de la French Tech. Au cœur de la crise du Covid, il s'est aussi illustré avec l'initiative Protège mon soignant, qui a permis de livrer des masques, des pousse-seringues et plein d'autres matériels médicaux aux hôpitaux français. Aujourd'hui, il se lance un nouveau défi avec Résilience, cofondé avec Céline Lazorte, ex-cofondatrice de Litchi et de MangoPay. L'objectif est simple, mieux vivre le cancer au quotidien pour ceux qui y sont confrontés. Et dans cet épisode, on revient sur son parcours entrepreneurial, sur les moyens déployés pour comprendre le milieu de la santé quand on n'en vient pas, et surtout, comment compte se développer Résilience. Bonne écoute à vous. Bonjour Jonathan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Health Tech in Progress. Et juste avant de commencer, je te passe le bonjour de Pierre-Étienne Bidon, le CEO de Mocacare, qui sait que j'allais t'avoir sur le podcast, donc il voulait te passer un petit bonjour. Et puis il était aussi très impressionné par ce que tu allais faire avec Résilience. Donc voilà. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours en 5 dates ? Ouais, bonjour à tous. Bonjour à Pierre-Étienne d'ailleurs. On utilise Mocacare chez Résilience, on en est hyper content. Écoute, 5 dates, alors c'est intéressant. Je vais te dire 1983, qui est ma date de naissance, pour repositionner un peu mon âge à tous les auditeurs. Je vais te dire 2007, la création de PeopleDoc, ma première boîte, qui a marqué quand même pour moi mon histoire. 2009, la naissance de mon premier enfant, qui s'appelle Raphaël, avec ma femme Céline. Je te donne cette date-là parce que pour moi, la famille est extrêmement importante. On en reparlera si tu veux. Carrément. C'est un sujet qui est important pour moi. J'en suis à 3. Je vais te dire, bon, je vais pas mettre celle de mon deuxième enfant, mais j'y pense quand même. 2000, je vais te dire 2018, la vente de PeopleDoc, qui a été un tournant assez important dans notre vie aussi, qui m'a fait changer un peu de métier et d'industrie. Et puis je vais finir avec 2021, qui est la création de Résilience et mon entrée dans le domaine de la santé. Ok, bah c'est vraiment pas mal, ça permet d'avoir une grande perspective de tout ce que tu as fait dans ton parcours. Et juste pour revenir un petit peu dessus, est-ce que tu peux nous dire le cursus que tu as suivi avant de lancer PeopleDoc? On va en parler un petit peu, mais pas trop. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as suivi comme cursus? Alors moi je suis un provincial, hein. J'ai grandi, je suis né et j'ai grandi dans une ville qui s'appelle Clé, qui est toute petite, un petit village à côté de Grenoble. J'ai fait mes études là-bas, j'ai fait mon collège et mon lycée dans des établissements publics. Puis ensuite, je suis parti faire une prépa à Lyon, à l'Externat Sainte-Marie, donc une prépa commerce. Puis ensuite, je suis monté à la capitale, comme on dit en province, et j'ai fait une école de commerce, voilà, à Paris. Et j'ai fait une majeure qui était une majeure entrepreneur et qui m'a en fait donné envie, j'ai déjà envie depuis un petit moment, mais qui m'a permis de concrétiser mes rêves, qui était de créer une boîte. Et donc j'ai créé directement à la sortie d'école une société qui, à l'origine, s'est appelée NovaPost et qui ensuite est devenue PeopleDoc. Ok, bah c'est très intéressant que tu parles justement d'avoir fait un cursus entrepreneurial. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, ça s'apprend ou c'est quelque chose que tu as plus ou moins dans le sang? C'est une bonne question, c'est une question qu'on me pose souvent en fait, je pense pas qu'on a l'entrepreneuriat ou pas dans le sang.
Si tu veux, je suis assez convaincu que l'entrepreneuriat, ça s'apprend, c'est un métier. En revanche, je pense qu'on a un caractère entrepreneur ou on l'a pas. Et, euh, et la principale, pour moi, la principale caractéristique, et je dirais pas qualité parce que c'est pas forcément une qualité, mais d'un entrepreneur, c'est la capacité à prendre des risques. Euh, je pense que c'est pour moi la grande, en fait, la grande caractéristique qui fait qu'on peut entreprendre ou qu'on ne peut pas entreprendre ou qu'on doit entreprendre ou qu'on ne doit pas entreprendre. Après, entreprendre, c'est pas la panacée non plus, hein. C'est pas l'avoir rêvé pour tout le monde. Ou, je pense que ça correspond à certaines personnes et ça peut effectivement être un parcours génial, mais ça peut aussi devenir une catastrophe pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs ou du moins qui n'ont pas cette capacité, enfin, ces caractéristiques d'entrepreneur. Donc, je pense que C'est vrai qu'on a tendance à enjoliver un petit peu le parcours de l'entrepreneur aujourd'hui. franchement, c'est l'enfer d'entreprendre. Enfin, en tout cas, c'est l'enfer. C'est plus l'enfer que le rêve. C'est-à-dire que moi, je dis toujours qu'on est, c'est la tête dans les nuages, les pieds dans la merde. Et pour le coup, parfois, ça arrive à la taille, quoi. C'est vraiment, t'as un sujet. En fait, l'entrepreneuriat, c'est deux choses. C'est les roller coasters, c'est-à-dire que tu montes très haut et tu descends très bas. Et il faut avoir cette capacité à absorber les chocs aussi bien en bas qu'en haut. Donc et c'est pour le coup hyper dur, je pense. Euh, et en fait, c'est facile parce que d'extérieur, tous les entrepreneurs sont un peu des menteurs. C'est-à-dire qu'enjolive la réalité, c'est toujours, on voit dans la presse les Sora, les vestiaires collectifs, etc., qui c'est complètement dingue. Mais en fait, c'est 5 boîtes sur des millions qui ont ces histoires-là. Et encore, elles sont pas du tout linéaires. Moi, PeopleDoc, les gens voient ça comme une aventure géniale de 10 ans où on a commencé avec un employé, on a fini avec 500, qu'on a vendu très cher. On est parti aux États-Unis. En fait, la réalité, c'est que derrière, ça a été extrêmement compliqué. On a eu des phases hyper difficiles, on a failli faire faillite plusieurs fois, on a eu des problèmes euh, plein de reprises, des clients qu'on a failli perdre. Ouais, et au final, l'aventure elle est très belle, mais sincèrement, si c'était facile, il y aurait des milliardaires de partout dans la rue. J'arrête pas de dire ça. C'est vraiment hyper important. Donc ça, c'est ce que je disais. Il y avait deux choses dans l'entrepreneuriat. Il y avait ça, le fait d'avoir des roller coasters systématiques. Et ça, c'est hyper important. Et, euh, et la deuxième chose, c'est qu'en fait, on a l'impression, et tout le monde, et c'est marrant quand je parle d'entrepreneuriat, tous les gens me disent, ah, mais toi, t'es le mec le plus libre du monde. Et en fait, moi, je réponds que je suis le plus aligné du monde parce que quand tu as un boulot dans une boîte et que tu es salarié, tu claques ta démission du jour au lendemain. Et puis en fait, on va te remplacer et personne n'est remplaçable. Quand tu es entrepreneur, tu pars pas du jour au lendemain. Tu as des employés, tu dois nourrir des familles, tu as une responsabilité civile, une responsabilité pénale. Et donc voilà, oui, entrepreneur, c'est génial quand ça marche. Et je le souhaite à tout le monde. Entrepreneur, maintenant, c'est dur. C'est pas la voie rêvée pour tous. Je pense qu'il y a des gens qui seront bien meilleurs et bien plus heureux dans d'autres métiers. Voilà, moi, c'est ma voie parce que j'adore ça. Je suis passionné par ça. J'ai essayé d'en sortir. Et malheureusement, il n'y a pas de vaccin contre l'entrepreneuriat. Donc, je m'étais dit, je ne monterai plus jamais de boîte. Et en fait, bah, je, je- Bah, t'arrives sur la question suivante, justement, elle est toute faite, je pense que tout le monde doit te la poser, c'est vraiment la question classique. Quand tu nous racontes un peu toutes les difficultés auxquelles vous avez fait face, malgré la superbe réussite de PeopleDoc, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te relancer dans l'aventure entrepreneuriale et donc, en l'occurrence, résilience dont on va parler maintenant? Tu sais, en fait, monter une boîte, c'est un peu comme avoir un enfant. En fait, en gros, quand tu as un enfant, les 3 premières années, putain, c'est l'enfer. Tu dors pas, tu changes les couches toutes les 2 heures, tu t'as plus de temps, tu sors plus. Et en fait, au fur et à mesure, ça devient tellement incroyable d'avoir un enfant que tu oublies toutes ces merdes que tu as eues au début. Et du coup, tu refais un enfant. Même si au début, tu te dis, pendant 3 ans, tu te dis never ever. Moi, tu vois, la différence d'âge entre mes deux enfants, c'est 3 ans. Donc, c'est intéressant. J'ai fait un peu la même chose avec ma boîte, si tu veux, avec une boîte. C'est devenu tellement exceptionnel, PeopleDoc, en termes d'intensité, de relations humaines. J'ai créé une famille, vraiment. Aujourd'hui, tous les mecs avec qui j'ai commencé PeopleDoc, c'est devenu plus que des amis. C'est des gens en qui je peux avoir confiance. C'est devenu vraiment des relations très fortes. Et, euh, et en fait, voilà, j'ai un peu oublié les débuts. Et en même temps, ce que je vis aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que, en fait, c'est pas aussi dur que les débuts de PeopleDoc. Je
pense que l'expérience joue beaucoup et c'est comme un deuxième enfant aussi et encore un troisième. C'est qu'en fait, il y a des trucs que tu fais plus, il y a des trucs que tu fais plus vite, tu te prends plus trop la tête avec certaines choses, tu as moins peur, tu prends plus de risques, tu attires des gens peut-être meilleurs parce que Mais tu es passé dans le niveau 2 de l'entrepreneur, en fait. après, sans aucune prétention, hein, moi je suis passé dans le niveau rien du tout pour l'instant, mais en tout cas, je sens qu'on va plus vite et je sens qu'on a plus de facilité. Maintenant, est-ce qu'on réussira? Franchement, il y a 1% de chance qu'on réussisse, mais tu vois, en plus dans un domaine qui est hyper compliqué. Et ce que je dis souvent, heureusement qu'on était naïf en se lançant dans le domaine de la santé, parce que en fait, on voit pas les montagnes qu'on est en train de gravir les unes après les autres. Et heureusement, on voit pas celles qui arrivent. Ah ça, on va y venir parce que ça, c'est vrai que c'est une grosse thématique pour moi. C'est un gros sujet justement de rentrer dans la santé quand on vient pas de la santé. Mais juste avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous parler du déclic un petit peu qu'a eu Protège ton soignant? Donc pour nos auditeurs, Protège ton soignant, c'est un peu ton aventure qu'il y a eu entre PeopleDoc et Résilience, dont on va parler juste après. Complètement. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vendu ma boîte quand j'étais à New York en 2018. Enfin, notre boîte, parce que c'était avec Clément, mon associé. Et, euh, et du coup, on a décidé avec ma famille de rentrer en Espagne. On est rentré en juin 2019 Ok. pour s'installer à Madrid. Et, en l'occurrence, donc on a resté, voilà, moi j'ai commencé à pas mal investir. J'ai investi beaucoup dans la tech, et, dans les startups. Euh, et ça me plaisait, mais pas plus que ça. Et en mars 2000 est arrivé le Covid et je me suis retrouvé tout seul devant mon ordinateur. Euh, Parce qu'en Espagne, on a eu un lockdown de 11 semaines. Ok. Et là, Oui. il y a un entrepreneur qui s'appelle Thomas Clausel, qui est d'ailleurs un entrepreneur dans le monde de la santé que tu devras inviter, qui est génial, qui est le CEO de Hawkin, et qui envoie un petit message sur LinkedIn en disant l'hôpital de Colmar a besoin de masques, qui veut m'aider à leur livrer 10 000 masques. Là-dessus, il y a 6-7 entrepreneurs qui ont répondu. Et donc, il a créé un groupe WhatsApp. Et là-dedans, il y avait Céline Lazorde, qui est mon associée actuelle, qui était la fondatrice de Litchi et MangoPay. Il y avait Daniel Marelli, qui était le fondateur de Deezer. Il y avait Alex Bonillo, qui était le fondateur Zenly. Il y a Tatiana Jama. Il y avait Sacha Loiseau, qui était... Enfin voilà, il y avait plein de gens qui ont d'entrepreneurs qui ont rejoint ce groupe. Et on s'est dit, bon, bah, essayons d'ouvrir une cagnotte et de lever un peu d'argent pour cet hôpital et pour essayer de leur livrer un peu plus que 10 000 masques. Et donc, on a commencé à donner un nom à cette initiative qui s'appelait Protection Soignant. On a ouvert une cagnotte Litchi. Et puis, en fait, en quelques semaines, on avait levé 8 millions d'euros. Il y avait 150 bénévoles qui avaient rejoint l'association. Ouais, c'était même pas une association, c'était une aventure parce qu'on n'avait aucun statut juridique. On a organisé une vente aux enchères incroyable d'art. On a organisé une tombola solidaire avec toutes les stars françaises qui ont donné leur porte-bonheur. Enfin bon, c'est devenu complètement dingue. Ok. On a, Incroyable. voilà, et donc on a aidé 400 hôpitaux, on a livré des millions de masques, on a livré des centaines d'échographes, des milliers de pouces seringues. Voilà, et en fait, on a géré ça avec Céline de manière opérationnelle. Et, euh, et on s'est dit, et en fait, on s'est aperçu qu'en mettant un tout petit peu de tech dans ce monde de la santé, on pouvait potentiellement déplacer des montagnes. Puisque dans Protection Soignante, ce qu'on avait fait, c'est que, et grâce à Daniel Marelli d'ailleurs, et pas mal de gens un peu tech, on avait développé un outil qui permettait de faire de la prévision de besoins des hôpitaux. Donc, on demandait aux hôpitaux, et il y en avait à peu près 1000 qui avaient rempli leurs besoins, et on avait pu en fait détecter les besoins à 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines des hôpitaux. Et en l'occurrence, on avait pu prévoir que les lits de réa allaient être complètement saturés et que pour ouvrir de nouveaux lits, il fallait des pousses seringues. Donc, on était devenu le premier acheteur de pousses seringues en Europe devant les États, par exemple. Et on C'est incroyable négociait ça, au même en très peu de temps du coup. en 3-4 semaines. Moi, on avait créé une équipe d'achat avec une vingtaine de personnes, une équipe de logistique. On avait des dizaines de camions qui tournaient en France. Enfin, c'était devenu une boîte, quoi. C'était génial. Et voilà. Et donc, on s'est dit, en sortant de cette aventure, on avait dit que l'aventure s'arrêterait au 30 juin. On s'est dit avec Céline, on s'est dit qu'on avait envie, en fait, après nos aventures précédentes où, voilà, c'était génial, mais, euh, mais on n'avait pas enfin, tu vois, à part recruter des gens et créer une famille et donner du boulot à des employés incroyables, on avait envie de faire quelque chose qui allait changer un peu, voilà, la vie des gens qu'on servirait.
et donner un peu de sens à notre quotidien. Et donc, on voulait se lever le matin en se disant, en étant fier de ce qu'on faisait. Et donc, on s'est dit, écoute, voilà, trois choses. Hein. On a fait un crash test ensemble pendant 4 mois dans des conditions absolument euh, compliquées. Et de par la situation, C'est le cas. ouais, de par la situation. Et donc ça, check, on a réussi à le passer ensemble. Deux, on pense que la santé, c'est un monde dans lequel on peut potentiellement apporter un peu notre pierre à l'édifice parce que on a un passé d'entrepreneur, et, et mine de rien, il n'y a pas encore de très grosses boîtes européennes de santé. Et troisièmement, euh, de par notre passé, background un peu tech, mettre un peu de data et de tech dans la santé, ça peut aussi faire changer les choses. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. D'accord. Et voilà, c'est comme ça qu'on a avancé. Ok, bah, bon, on y arrive parfaitement. Est-ce que tu peux nous présenter donc Résilience et ce que vous essayez de construire avec Céline Lazorte? Oui, bah alors, si tu veux, résilience, c'est pas, on s'est pas réveillé un matin en se disant, yes, c'est ça qu'on va faire. Hein. Ça a été, une réflexion continue et je pense qu'une boîte qui pivote pas, d'ailleurs, il y a un problème. Mais en fait, juste très rapidement, ce qu'on s'est dit, c'est en septembre-octobre, on s'est dit, bon, ben, on veut se lancer dans l'oncologie. On a appelé Thomas Clausel, donc le patron d'Okin, et on lui a dit, présente-nous, s'il te plaît, les 2, 3 oncologues qui comptent en France. Et il nous a présenté entre autres Gustave Roussy. Et on a rencontré Fabrice André et Jean-Charles Soria. Donc Fabrice André est le directeur de la recherche, Fabrice Soria était le directeur général de Gustave Roussy. Gustave Roussy, c'est le 5e centre d'oncologie au monde, et le premier hors États-Unis. Et on leur a dit, écoutez, nous, on a des compétences, encore une fois, entrepreneuriales. Par contre, on n'y connaît rien à la santé, rien à la médecine. Mais est-ce que ça vous dit de partir avec nous, de créer une boîte ensemble et on va trouver une idée? En fait, si tu veux, dans ce monde-là, c'est quand même assez particulier d'arriver avec ce genre de discours. Mais on a trouvé des mecs assez incroyables en face de nous qui nous ont dit, OK, banco, on y va. Et donc, on a créé une boîte ensemble avec Gustave Roussy, dans laquelle Gustave Roussy est minoritaire, mais avec Gustave Roussy qui amène ses compétences, son réseau, ses KOL, et Résilience qui amène son exécution, ses fonds, ses idées. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et donc, et au fur et à mesure, on a travaillé beaucoup avec eux. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'oncologie était en train de devenir une maladie chronique, ou était déjà devenue une maladie chronique. Les gens vivent de plus en plus longtemps avec un cancer, puisque on sait, en fait, à défaut de savoir soigner un cancer, savoir guérir un cancer, on sait le soigner. Et que ces patients, malheureusement, ne sont pas suivis. Et donc, ont de plus en plus d'effets secondaires qu'ils ne comprennent pas et donc ne sont pas adhérents à leur traitement. Pas adhérents à leur traitement, ça veut dire qu'ils arrêtent leur traitement concrètement. Donc il y a 50% des femmes, par exemple, sous hormonothérapie qui arrêtent leur traitement en cours de thérapie. Il y a 30% des patients qui ne sont pas adhérents à leur chimiothérapie. Et Ah donc, oui, c'est énorme. euh, ouais, c'est Ah, beaucoup. je pensais pas que sur ces pathologies-là, il y avait, même moi qui suis du secteur, je pensais pas qu'il y avait un tel gap entre l'observance thérapeutique sur ces pathologies quand même finalement très graves. Ouais, mais parce que tu as des effets secondaires qui sont assez terribles. Et donc les gens préfèrent en fait ne pas avoir ces effets secondaires et finalement, malheureusement, rechuter ou mourir plus tôt. Donc, face à ces constats, on s'est dit que on a regardé pas mal le marché et on s'est rendu compte qu'il y avait des études qui étaient sorties qui prouvaient que la télésurveillance, ce qu'on appelle le patient remote monitoring, permettait, si tu veux, d'améliorer la qualité de vie des patients en suivant en fait les effets secondaires et effets indésirables des médicaments et en les reportant, en les remontant via ce qu'on appelle des PRO, des patient reported outcomes, et que et qu'en fait, en prenant en compte, en fait, en permettant aux patients de faire remonter leurs effets secondaires et de leur donner de l'information sur leurs effets secondaires, de faire ce qu'on appelle de l'auto-management, mais aussi de les mettre en relation avec des infirmières de coordination, et quand il le fallait, avec les hôpitaux, donc leur éviter d'aller à l'hôpital trop souvent, d'aller aux urgences trop souvent, en les informant sur les raisons et les manières d'apaiser leurs effets secondaires, finalement, on réaugmentait leur qualité de vie, on réaugmentait leur adhérence, et de ce fait-là, on réaugmentait leur overall survival. Et si tu veux, par exemple, Ok. Ethan Bash a prouvé qu'on pouvait, enfin, grâce à la surveillance, on augmentait de 5,2 mois la survie des patients et qu'on d'augmenter de plus de 30% la qualité de vie. Donc c'est des chiffres qui sont énormes. Et donc nous, on s'est associé, Gustave Roussy, en fait, par chance, avait créé un algorithme qui s'appelle Capri, qui a fait l'objet d'un essai randomisé en 2016 sur 600 patients.
qui a prouvé les mêmes data qu'Edan Bash avec son étude STAR. Et donc, on a repris cet algorithme qu'on est en train d'intégrer à Résilience pour avoir un outil qui sera aussi basé sur des preuves scientifiques. Bah, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, pas mal, c'est de savoir comment tu t'es approprié ces sujets de santé, sachant que tu ne viens pas de la santé. Quel est le défi auquel tu as fait face, quand tu t'es lancé là-dedans? Alors, pour être très honnête, quand je me suis lancé là-dedans, enfin, on s'est lancé bille en tête, mais quand j'ai fait mes premiers calls, il y a des moments où j'avais envie de pleurer. Je me rappelle d'un premier call où on parlait de single cell, d'une thérapie enfin d'une technologie single cell. Je n'ai pas compris un mot du call. Et, et à un moment, la personne qui ont discuté ouvre le call en disant est-ce que vous avez des questions? Et je me suis trouvé mais tellement bête. Et en même temps, après ce call, je me suis dit c'est exactement ce que je recherchais. C'est-à-dire que j'ai fait pendant 12 ans des RH. Sincèrement, au bout d'un moment, tu tournes en rond parce que ça fait longtemps et tu connais un peu le marché. Et moi, j'avais envie de me remettre en question, j'avais envie de réapprendre. Et c'est exactement ce que j'ai fait là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des Coursera sur le cancer du sein, tu poses des questions bêtes et tu commences les calls en disant, écoutez, je ne sais rien. Donc, excusez-moi pour les questions naïves. Et en fait, les gens le prennent hyper bien. Et d'ailleurs, je pense que les gens préfèrent que tu dises, je ne connais pas le sujet, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médical, donc je vais poser des questions connes, plutôt que de faire genre et en fait d'être à côté de la plaque. Donc moi j'ai énorme éducation, période de montée en compétences. Et d'ailleurs aujourd'hui je pense que je suis à 10% de ce que enfin tu vois de ma courbe de compétences sur ne serait-ce que juste sur la compréhension du vocabulaire médical, mais je m'éclate en fait, c'est génial, je découvre un nouveau monde, je découvre de nouvelles des gens incroyables. Il y a des nouvelles personnes tout Les simplement, ouais. médecins, les infirmiers, enfin, c'est des gens hallucinants. Enfin, tu vois, c'est des gens qui ont un sens du devoir, qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, moi, je m'éclate. Hein. Puis quand tu te dis que potentiellement ce que tu fais, ça peut sauver des gens ou ça peut aider les gens à mieux vivre, enfin, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, quoi. Bah, c'est vrai que je te posais cette question parce que ça arrive souvent que des entrepreneurs veulent se lancer dans la santé alors qu'ils n'en viennent pas et ils peuvent avoir forcément ce syndrome de l'imposteur. Et donc ce que tu dis, c'est que finalement, tu as quand même une bienveillance quand tu arrives et que tu dis honnêtement que tu connais pas, les gens ils t'accueillent avec simplicité et puis ils te font monter en compétence, hein. Alors, deux choses sur ta question. C'est une bonne question. Et pour moi, le syndrome de l'imposteur, tu l'as absolument tout le temps quand tu es entrepreneur. Quel que soit le secteur dans lequel tu lances, parce que par définition, t'es bon en rien. Tu vois, t'es expert en rien. Donc moi, j'avais le syndrome de l'imposteur quand je faisais des RH parce que j'avais jamais reçu de bulletin de paye avant. J'ai le syndrome de l'imposteur quand j'ai fait protection soignant parce que j'ai jamais fait ça. Syndrome de l'imposteur quand je suis investisseur parce que j'ai jamais investi. Parce que tu as toujours ce syndrome de l'imposteur. Euh, et qui est contraire à des métiers d'expertise comme les médecins, les dentistes, etc., qui eux n'ont pas ce syndrome de l'imposteur puisqu'ils ont une vraie expertise. Donc quel que soit le domaine, tu vas l'avoir. Maintenant, deuxième chose à ta question, c'est que oui, effectivement, moi, je pensais qu'on allait être rejeté par cette communauté, alors que c'est tout l'inverse. On est accueillis à bras ouverts, les gens ont envie de nous aider, nous voient comme un peu les tarés qui auraient pu s'arrêter de travailler et qui reviennent dans ce domaine-là pour essayer de changer les choses, et donc ils le voient d'un super bon œil. Et ils nous aident de manière hallucinante, mais vraiment, hein, tu vois, j'étais avec autant Gustave Roussy, Léon Bérard, Unicancer, on a des discussions avec tout le monde, on avance avec tout le monde, autant les centres privés, on est en train de travailler avec Elsan, avec Vivalto, j'étais avec les CEO de chacune de ces boîtes la semaine dernière, et ils nous ont accueillis à bras ouverts, le gouvernement, enfin tout le monde, quoi. Il y a une envie de changer la santé aujourd'hui. Et tu vois, quand tu lis je disais dans les Échos hier ou avant-hier que il y a une ambition politique de faire de la France la première nation de la santé numérique, etc. En fait, ça se traduit dans les faits. Tu vas aller contacter l'HAS, enfin, tout change, quoi. C'est vrai qu'il y a une grosse dynamique actuellement. Mais c'est très intéressant ce que tu viens d'aborder, parce que j'aurais pu me dire, bon, là, c'est peut-être une question complètement candide, mais que les personnes, quand elles te voient arriver, elles te voient comme l'entrepreneur qui a peut-être envie de faire encore plus d'argent, alors qu'en fait, ils arrivent à comprendre que derrière, tu as vraiment envie de casser les codes et puis de révolutionner le secteur. Sincèrement, si j'ai envie de faire de l'argent rapidement, enfin déjà, Non, non, mais c'est une question qui tu est vois, peut-être dérangeante, mais elle m'intéresse pas mal, hein. et c'est bien. Non, non, mais c'est pas dérangeant du tout. Non, mais c'est pas du tout dérangeant. Et moi, je n'ai pas du tout de problème avec l'argent. C'est que moi, je pourrais m'arrêter de bosser aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu vois, ça a été un sujet.
Et puis si j'avais eu envie de gagner beaucoup d'argent très vite, j'aurais remonté une boîte de SaaS, tu vois, scalable, dans laquelle tu développes un produit, tu vas vendre et puis tu pars à l'international. Et parce que ça, je savais faire. Et en fait, comme je te le disais au début, moi, ce qui m'animait, c'était plus l'argent. Et alors, évidemment, aujourd'hui, l'argent, c'est un peu le chronomètre de ta réussite euh, dans ce monde-là. Et donc, pour créer une boîte qui fonctionne, il faut créer une boîte qui soit scalable, qui ait un business model et qui soit rentable, puisqu'il faut lever tu dois lever des fonds, donc tu dois prouver que tu vas gagner de l'argent et que demain tu pourras revendre cette boîte ou rentrer en bourse. Donc, c'est un des paramètres, mais c'est pas la raison pour laquelle on le fait. Euh, Tu vois, nous, en fait, notre ambition, c'est de changer les choses, de changer un peu le monde à notre échelle. Et évidemment, ça doit passer par une boîte qui fonctionne, qui lève des fonds et qui cartonne, parce que sinon, on changera pas le monde. Donc voilà. Donc non, je le fais pas pour l'argent à proprement parler, mais je pense que l'argent sera la résultante, on l'espère, de notre succès, parce que c'est comme ça que les boîtes aujourd'hui sont entre guillemets jugées. La réussite des boîtes est jugée, mais si tu veux, voilà, c'est une conséquence et pas la cause que je veux dire, de notre relancement dans Bah, l'entrepreneuriat. tu me fais faire une transition presque toute faite et ça me fait rebondir sur un autre point. On a parlé du syndrome de l'imposteur et on sait qu'actuellement il y a le procès de Elizabeth Holmes qui s'ouvre. Donc je pense que tu as dû entendre parler de cette histoire-là. Qu'est-ce que tu penses du fake it until you make it dans la santé? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible ou est-ce que c'est quelque chose qui est à bannir? Là, c'est une grosse question parce que l'entrepreneur, normalement, c'est du fake it until you make it du début jusqu'à la fin. Mais est-ce que dans la santé, c'est possible pour toi? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose d'enviable, de faisable? Bon, alors, ouais, moi j'ai lu ce blague, comment ça s'appelle? C'est Blood. Mince, je me rappelle plus du nom du bouquin, mais j'ai écrit Bad Blood. Et super bouquin d'ailleurs, que je vous recommande. Euh, Cette histoire est assez dingue. C'est complètement dingue. Est-ce que c'est marrant, c'est une bonne question. Est-ce que vraiment dans l'entrepreneuriat, on est sur du fake it until you make it? Je suis pas forcément hyper d'accord. Pour moi, on est sur du try it until you make it. Tu vois, c'est complètement différent pour moi. Euh, et en fait, tu peux pas, enfin, tu vois, tu peux pas avoir les gens, te moquer des gens. Les gens sont smart, les gens à qui tu vends tes produits sont smart. Donc, c'est plus un try it et c'est plus être honnête sur le fait que tu essayes avec eux, que tu construis avec eux. Et je pense que dans le monde de la santé, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu arrives en disant j'ai déjà un produit et de toutes les manières, tu peux pas le faker parce que dans ce monde-là, tu dois être certifié. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une aberration. C'est quand même un gros bordel, le monde de la santé en tech en France. Moi, je suis rentré là-dedans, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Il y a des certifications, mais les hôpitaux utilisent des outils non certifiés. Tu dois montrer patte blanche, mais tout le monde s'en fout. Donc c'est quand même absurde et je pense que ce monde-là va se consolider et va se nettoyer de lui-même très rapidement quand tout le business model va se clarifier, c'est-à-dire sur la partie remboursement. Tu vois, l'État est en train de comprendre qu'il faut absolument mettre en place des normes, que la certification est extrêmement importante. Donc, moi, je pense que dans la santé, de toutes les manières, on fake pas, et ça, nous, déjà, c'est notre credo, mais par contre, on essaye. Et ça, ce modèle d'essayer, je pense qu'il est très, très bien compris par les acteurs de la santé. Et c'est la même chose, tu vois, pour les labos, hein, c'est des essais cliniques, de phase 1, 2, 3. Donc, voilà, nous, on essaye, on construit avec Gustave Roussy, on construit avec Unicancer, on construit avec Elsan, on construit avec Vivalto, ils le savent tous, pour réussir à devenir l'acteur majeur de la télésurveillance dans le monde. On va revenir maintenant un petit peu sur résilience et je sais que vous avez commencé autour du cancer du sein. Pourquoi avoir fait ce choix très fort dès le début? Bon, alors on a commencé par le cancer du sein parce que, un, c'est le cancer qui touche malheureusement le plus de gens. Donc c'est le cancer le plus répandu. Euh, c'est un cancer dans lequel Gustave Roussy est un des plus grands KOL mondiaux. Donc on a eu la chance de travailler avec des gens comme Suzette Delaloge, Inès Vaz Ruiz, qui sont des gens assez exceptionnels. Et c'est vraiment de l'opportunité. Enfin, c'est d'abord un, parce que effectivement, euh, voilà, on touchait le plus de gens, et puis derrière c'est aussi une opportunité de travailler parce que on avait accès à ces KOL très rapidement et qui étaient très intéressés par le fait de commencer Résilience avec nous. Voilà, on commence sur d'autres pathologies. Là, on lance le cancer du rein, on va continuer sur d'autres tumeurs et surtout sur la télésurveillance. En fait, on sera multitumeur. On n'est pas une tumeur dès le day one.
parce que en fait, on pense qu'avec voilà, on va y aller au fur et à mesure sur la partie contenu et sur la partie auto-management, mais sur la partie télésurveillance à proprement parler, donc surveillance des patients via des infirmières de coordination, on est tout à fait capable d'aller sur l'ensemble des cancers. Et d'ailleurs, l'application Résilience sort alors le 23 septembre. Je sais pas quand le podcast sera publié. Donc, elle sera dans les App Store. Et ça, c'est la première brique effectivement de toute notre stratégie, c'est-à-dire que c'est une application d'auto-management qui sera derrière intégrée à notre suite de télésurveillance et qui sera le premier level de la télésurveillance, c'est-à-dire le fait de pouvoir proposer du contenu aux patients pour les rassurer et pour les apaiser. Et donc, c'est le niveau avant le contact avec l'infirmière de coordination ou avec l'oncologue ou le médecin de ville. D'accord, donc il pourra avoir des ressources pour, s'informer sur sa pathologie, pour suivre aussi peut-être son état? Ou pas encore? Exactement, tout à fait. Ouais, ouais, il y a tout un aspect reporting de ces symptômes et de ces effets indésirables. Et l'application, en fait, a été créée. Alors là, c'est sur le cancer du sein, cette première application, et ensuite, on rajoute du contenu au fur et à mesure sur d'autres pathologies. Et le contenu est créé par les oncologues ou les personnels soignants des établissements avec lesquels on travaille. Et notamment sur le cancer du sein, là, l'ensemble du contenu a été créé par Gustave Roussy, donc par plus de 30 professionnels de santé. Et vous verrez qu'il y a des podcasts, des vidéos, des articles, et tout ça est validé scientifiquement, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que quand on va sur Internet, on trouve n'importe tout et n'importe quoi. C'est Et vrai, donc, c'est notre vrai. ambition, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas fake it ici, c'est vraiment prove it, quoi. Et on a vraiment pour nous, le plus important, c'est d'avoir une validité scientifique irréprochable. Et c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec Gustave Roussy. Par exemple, je te donne un exemple, on n'a pas de chief medical officer chez nous. Pourquoi? Parce que notre validité scientifique, elle doit être indépendante et elle est gérée par Gustave Roussy. Donc tout ce qui sort de résidence doit être validé par Gustave Roussy, en tant qu'établissement indépendant. Ah, mais c'est hyper intéressant comme fonctionnement parce que je sais que, bah, beaucoup de startups santé, ils intègrent un board santé directement dans la boîte et c'est un choix très fort que pour l'instant, c'est la première fois que je l'entends donc Ouais, c'est quelque chose que tu avais déjà vu avant et que tu voulais mettre en place ou c'est quelque pas du chose tout. qui OK. Non, non, pas du tout. C'est un truc qu'on a mis en place parce que justement, nous, on vient pas de la santé, et on s'est dit qu'on trouvait ça quand même un peu absurde que, en fait, que les preuves médicales soient données par la boîte en elle-même. Il y a un conflit d'intérêts assez énorme, et donc on s'était dit que si c'était une instance extérieure et en plus reconnue médicalement qui donnait, si tu veux, son go sur chaque produit, sur chaque concept, ça donnait beaucoup plus de force et de crédibilité à la boîte. Mais carrément, c'est vrai que c'est toujours un problème en santé, les conflits d'intérêts et donc non, je trouve que le choix il est très pertinent et très fort donc bah, ça va m'inspirer même moi pour mon futur. J'ai une question aussi à te poser sur, justement sur la construction du produit. Comment vous faites? Quelle méthodologie tu mets en place pour construire le produit, choisir les fonctionnalités? Qui fait ces choix-là, en fait? Ouais. Alors nous, on a si tu veux, on est deux entrepreneurs à fort caractère, j'allais dire, qui nous sommes associés, et en même temps, on travaille hyper bien ensemble, et on se fait confiance, je pense, à 100%. Et du coup, toute la partie produit et R&D, c'est vraiment Céline qui gère ça. Évidemment avec Mathieu qui est notre patron du produit, Nico qui est notre patron technique. Donc c'est vraiment, on a deux grandes, enfin, comment dire, on s'est réparti vraiment les responsabilités. Et donc moi, si tu veux, moi je participe évidemment à la construction du produit sur une partie vision, c'est-à-dire, tu vois, moi j'ai des contacts tous les jours avec des hôpitaux, des oncologues, des partenaires. Donc on en discute tous les jours avec Céline, et je lui remonte tous les jours les besoins, les problématiques que je vois. Mais ensuite, c'est vraiment eux qui travaillent sur toute la partie roadmap à proprement parler. Donc aujourd'hui, écoute, il y en a aucun de nous qui vient de la santé ou peu. Donc c'est vraiment des ateliers avec les hôpitaux, avec les oncologues. C'est beaucoup de découvertes. Donc on a fait des centaines d'entretiens, et donc tout vient du terrain. Il y a vraiment un aspect extrêmement important qui vient du terrain, et qui est construit. En fait, on est sur une méthode complètement agile, hein, et, euh, et du coup, bah, si tu veux, notre idée, c'est voilà, on sort une première application, on la teste, on voit si ça fonctionne, on ajoute des briques, et voilà, on essaye d'avancer très vite pour tester, et si ça marche pas, pour casser et pour continuer. Ça, c'est la partie produit, et on a une partie data aussi. On a une grosse équipe de data science chez nous qui fonctionne comme un lab, et on mène des projets, tu vois.
les uns après les autres pour qu'on teste, qu'on teste, qu'on teste. Si ça marche, on les intègre dans notre produit. Si ça marche pas, on kill et on passe au projet suivant. Et ça, c'est hyper intéressant aussi et ça marche plutôt pas mal aujourd'hui. D'accord, et donc c'est qui va prendre le choix de killer un projet ou d'en poursuivre un? C'est toi qui va qui va Bah, prendre la décision ou c'est ton équipe ouais, plutôt? ça va être avec Céline et moi. Ça va être plutôt Céline et bien évidemment, elle me demande on se demande notre avis à chaque fois. Donc c'est plutôt c'est tous les deux, c'est ensemble qu'on prend cette décision. OK, d'accord, bah, super. J'avais une autre question sur, l'ambition de Résilience, hein. Donc je sais que vous voulez partir directement à l'international. Est-ce que c'est pas un choix peut-être trop ambitieux dès le début de partir tout de suite à l'international? On sait qu'en santé, les marchés, ils sont quand même très différents. Il va y avoir des grosses difficultés à s'adapter, donc pourquoi ce choix aussi de s'internationaliser tout de suite? Alors, c'est intéressant. Alors déjà, nous, on commence en France, hein, on va pas commencer dans plusieurs pays, mais on veut très vite partir effectivement à l'étranger, pour plein de raisons. Parce qu'on veut construire un leader mondial, et on pense qu'il y a de la place sur ce marché-là, et on pense qu'il y a quand même une vraie, une vraie récompense au premier entrant, et donc ça, c'est un vrai sujet. Sur la question de la réglementation, si tu veux, en fait, la réglementation européenne n'est pas très différente sur ces aspects-là. Elle est sur les médicaments, mais sur tout ce qui est thérapie digitale, c'est quand même, c'est quand même assez proche. Tu vois, il y a des lois, il y a des réglementations européennes. Quand tu as une certification, tu l'as au niveau européen, par exemple. Ta certification de 2A, elle est valable au niveau européen. Et donc, nous, notre ambition, c'est de partir très vite en Allemagne, très vite en Espagne, tu vois, sur des marchés qui sont assez similaires. La vraie différence, c'est plutôt sur la partie remboursement que sur la partie réglementation. Donc ça, et après, tu vois, rien n'est impossible il faut mettre des gens compétents et investir pour pouvoir avoir les bonnes personnes pour obtenir les bons remboursements. Puis après, il y a la question des États-Unis qui Évidemment, voilà. la question que tous les entrepreneurs health tech se posent. Ouais, mais moi je l'ai déjà fait, voilà, je l'ai déjà fait au moins une fois avec PeopleDoc. Tu vois, j'ai vécu 6 ans à New York. Moi, je pense connaître un peu les États-Unis. On a des KOL assez dingues aux États-Unis qui nous accompagnent, notamment Ethan Bash. On a André Bois, qui est le patron de l'oncologie de Junter, qui est un très gros network de centres dans le New Jersey et New York. En fait, on a déjà fait toutes ces études-là. Si on travaille avec le BCG sur toute la partie remboursement aux États-Unis, la télésurveillance est remboursée déjà aux États-Unis. Et donc, enfin, en tout cas, ça ne fait pas peur, quoi. Si tu veux, c'est pas, en fait, rien n'est impossible. Si tu veux, je vois pas pourquoi ce serait plus compliqué que monter une boîte RH aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre. Ouais, c'est de la santé. Si tu respectes les règles, que tu le fais bien, que tu as les bonnes personnes qui permettent être compliant, d'obtenir la certification et derrière d'obtenir le remboursement, ça le fait. Et puis en plus, c'est des super barrières à l'entrée aussi. Donc, si tu arrives à les passer les unes après les autres, effectivement, je pense qu'il faut mettre les moyens en face de ses ambitions. Et effectivement, effectivement, tu fais pas une boîte de santé avec 2 millions d'euros. Voilà. Faut faire une boîte de santé avec plusieurs dizaines de millions d'euros. En parlant de moyens, vous êtes parti avec, combien de fonds? Donc, nous, on a levé 7 millions d'euros quand on a commencé. Et D'accord, directement, c'est incroyable. ouais, mais après, bon, on a eu la chance d'avoir eu des aventures avant qui ont fait gagner de l'argent à pas mal de gens et du coup qui nous ont fait confiance sur cette deuxième aventure. Et, euh, mais pour être très honnête, on fera pas une boîte de santé, un leader mondial avec 7 millions d'euros. Je pense, tu vois, je me rends compte de plus en plus, il faut beaucoup, beaucoup d'argent pour construire un acteur majeur de la santé en Europe et dans le monde. Et donc, de fait, il faudra qu'on repasse par la case levée de fonds. Et je pense que tout ce qu'on est en train de prouver aujourd'hui nous permettra de le faire. Parce que, encore une fois, les investisseurs sont pas débiles. Ils investissent pas uniquement sur nos noms. Ils investissent sur le potentiel de résilience, de faire une boîte qui puisse être un leader mondial. Si tu regardes une boîte comme Livongo, c'est une boîte qui faisait de la enfin, qui fait de la télésurveillance sur le diabète, qui est une maladie chronique. C'est une boîte qui est rentrée en bourse pour 3,4 milliards de dollars quand ils avaient 150 000 patients télésuivis. Voilà. Donc, OK, ouais. nous, si on est capable d'aller chercher 150 000 patients, ce qui sera le cas, tu vois, tu prends juste Gustave Roussy, il y a 50 000 patients, tu prends Vivalto, il y a 200 000 patients en onco. Enfin, juste en France, il y a moyen de faire une énorme boîte. Donc, il y a un vrai business model et il y a un vrai marché. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire en France que
on n'investit pas dans la santé dans la santé tech parce qu'il n'y a pas de marché, parce que le remboursement c'est compliqué, parce que l'assurance maladie c'est compliqué. Non, on va changer les choses. La santé est en train de bouger et surtout la santé est en train de devenir internationale. Tu vois, moi, il y a 10 ans, on me disait, ah, une boîte SaaS qui part aux États-Unis, ça va être compliqué. Il n'y a jamais de boîte française qui a réussi. Et en fait, maintenant, on regarde toutes ces boîtes de malades. T'as tous les Content Square, les Sora, enfin, toutes les boîtes qui sont parties aux États-Unis, qui lèvent des centaines de millions. Donc on est dans c'est des phases. Voilà, alors nous on aime bien être les explorateurs de ces phases-là. Moi je l'ai fait avec le SaaS, maintenant je le fais avec la santé. Bon, je commence à avoir l'habitude que les gens me disent ça marchera jamais ou c'est trop tôt. Et en fait, voilà, Ok. J'ai un débat justement à te proposer parce que c'est une question qui est revenue sur le podcast assez souvent. Donc là, tu viens de dire qu'il fallait des fonds pour avancer vite en santé. Et j'ai eu ce débat sur le podcast des personnes qui disaient qu'au contraire, c'était compliqué d'aller casser un marché, d'aller créer un marché en santé. C'est que des fois, il valait mieux peut-être attendre que le marché se développe et ensuite mettre les fonds alloués qu'il faut au moment T, mais que ça servait à rien d'aller sortir l'artillerie lourde pour aller créer un marché qui n'existe pas encore. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? bon, c'est les grands groupes versus les entrepreneurs quoi. Va demander à Steve Jobs s'il a attendu avant de créer l'iPhone que le téléphone que le téléphone se déploie. Enfin, ça, moi je trouve que ça n'a pas de sens. Le principe c'est justement de pousser à la création de ce marché-là et d'essayer d'ailleurs d'en construire les bases. Euh, moi, quand Parce que j'ai créé la Vivologue, question notamment, c'était par exemple sur le remboursement mais des c'est à thérapies nous d'aller digitales, vu chercher. que c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Mais oui, Ok, d'accord, mais ça si c'est t'attends intéressant. patiemment chez toi et que le truc arrive, oui, tu feras jamais rien. C'est à toi, c'est à nous d'aller démontrer à l'assurance maladie, à l'HAS que, un, il y a un bénéfice pour le patient, que deux, il y a un bénéfice le système de santé et qu'on fait des économies, que trois, il y a un bénéfice pour les hôpitaux parce que ça fait moins de patients à gérer en urgence. Enfin, moi, je veux bien, on peut attendre des années et des années avant que ce marché se crée. Ou alors, on prend les devants, on lève de l'argent, on convainc les investisseurs de venir avec nous et de créer ce marché, d'être les premiers et de prendre ce marché. Si tu attends trop longtemps, je pense qu'il y en a d'autres qui le feront et du coup, tu arriveras à quatrième, cinquième ou dixième et ce sera déjà trop tard. Ok, bah super intéressant comme réponse parce que c'est vrai que c'était un petit débat qu'il y avait. Une question maintenant, on arrive sur la question des auditeurs, donc ça c'est plutôt une question purement entrepreneuriale. Quelle est l'erreur principale des primo-entrepreneurs et comment tu vas faire mieux par rapport à ce que tu as fait précédemment aujourd'hui avec Résilience? Ah là là, moi j'en ai fait tellement des erreurs, et j'en fais toujours, hein, mais j'en ai fait tellement d'erreurs sur notre première boîte. Je pense que la première erreur, c'est les gens. Vraiment, enfin, c'est les recrutements. S'il y a un truc que je retiens, c'est à la fois les recrutements et à la fois le fait de garder ou pas les gens. Moi, je pense que voilà, c'est hire slow, fire fast. C'est con, mais et nous, nous chez Résilience ou chez Physiologue, on a une culture de boîte assez incroyable, tu vois, de bienveillance extrême. On travaille pas le vendredi après-midi, on travaille pas après 19h. Moi, j'ai jamais travaillé le week-end. Donc, ah oui, et ça, c'est un deuxième point sur lequel je voulais arriver d'ailleurs. Donc, moi, c'est vraiment recruter bien, recruter, prendre son temps et recruter que des gens, des stars. Et si ça ne va pas, se séparer des personnes parce que de toute manière, les personnes ne seront pas heureuses et la boîte ne sera pas heureuse. Et puis, deuxièmement, il y a dans les enfin, dans le fait de garder des gens, moi je trouve une bad apple, comme on dit, en anglais, ça peut casser une boîte. Donc il faut séparer des gens qui ne fitent pas aux valeurs de la boîte. Quelqu'un de trop arrogant, quelqu'un qui va pas fitter, je sais pas moi, les notions des valeurs d'excellence. Voilà. Il faut avoir le courage de le faire parce que de toute manière, le reste des employés vont t'en vouloir si tu attends trop longtemps. Première chose. Deuxième chose, c'est moi je crois pas au fait qu'un entrepreneur ça doit bosser toute la journée et que quand tu montes une startup, tu dois travailler jour et nuit. J'y crois absolument pas. Moi, j'ai jamais travaillé après 19h et jamais travaillé le week-end et je me suis imposé ça. Parce que j'avais des enfants, parce que j'avais envie de passer du temps avec eux. J'ai toujours pris 4 semaines en août, j'ai toujours pris toutes les vacances scolaires, et je le fais toujours aujourd'hui. Et je l'assume. Tu vois, dire en tant qu'entrepreneur, ah, j'ai travaillé comme un taré. En fait, ça stresse tout le monde. Et moi, j'ai un peu une devise qui est venir au travail avec le sourire, repartir avec le sourire. Et en fait, en gros, je voudrais que tous nos collaborateurs puissent faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu rentres chez toi, tu t'engueules pas avec ta femme parce que tu rentres à 11h tous les soirs. Et quand tu arrives au boulot, tu as envie de venir travailler au boulot. Enfin, pour Résilience ou pour, en l'occurrence, People. Ça, c'est hyper important. Et donc, je pense que pour moi, la culture de boîte, c'est le truc le plus important qui soit. C'est pas le produit. Tu peux avoir le meilleur produit au monde. Si t'as pas la bonne culture, t'as pas les bonnes personnes, tu iras nulle part.
Et donc, en fait, des collaborateurs contents, c'est des collaborateurs qui vont rendre le client content, qui vont vendre mieux, qui vont avoir les idées plus claires pour développer un produit. Donc, je pense que le conseil que je donnerais, c'est faites attention aux gens qui vous entourent et non pas uniquement vos collaborateurs, mais vos familles, vos amis. Prenez le temps d'avoir autre chose que le boulot. Moi, je dis toujours, hein, moi, ma priorité, c'est pas le boulot, c'est pas résilience. Franchement, sincèrement, c'est numéro 3, 4 sur ma liste. Moi, le plus important, c'est ma famille, mes amis, ma santé et ensuite, tu vois, résilience. Et je l'assume complètement. C'est vrai que ton discours, il dénote un petit peu avec tout ce qu'on peut voir sur LinkedIn, les gens qui sont là, j'ai travaillé 18 heures par jour, etc. Il y a un peu cette masturbation intellectuelle autour de l'entrepreneuriat, donc c'est vraiment très agréable d'avoir un avis un peu différenciant, tout simplement. Je pense que c'est hyper important. Ok, j'ai 3 petites questions pour finir. Déjà, qu'est-ce que c'est une boîte à impact pour toi? Je te pose la question parce que j'ai dû l'écouter dans un de tes précédents podcasts ou dans une de tes précédentes interviews, et c'est une question qui m'intéresse pas mal. Qu'est-ce que c'est une boîte à impact? C'est une question compliquée. Tu vois, il y a plein de gens qui essaient de définir l'impact aujourd'hui. Moi, je bosse avec un family office, par exemple, qui est un family office qui est dédié à l'impact, qui s'appelle Kimpa. Et donc, qui gère, moi, une partie de ce que j'ai gagné, qui est dédié à l'impact. C'est-à-dire qui est dédié à, j'investis que dans des boîtes qu'on considère être à impact. Et justement, on avait ce débat, c'est quoi l'impact? Enfin, l'impact, ça peut être vu de manière négative, positive. Est-ce que c'est des boîtes qui ont un impact positif? Est-ce que c'est des boîtes qui ne détruisent pas, tu vois, un marché, qui détruisent pas, qui ne vendent pas d'armes, qui ne vendent pas qui ne détruisent pas la planète? C'est hyper compliqué. Moi, je pense que l'impact, c'est chacun a sa propre définition d'impact et tant qu'on se sent bien avec ça, tu vois, ça me va. Moi, je considère que l'impact c'est hyper large et que finalement il n'y a pas de vraie définition et que c'est moi qui définis moi c'est moi qui définis en fait pour moi mon terme impact et que si je pense que ça a un impact, ben dans ces cas-là ça me donne de l'énergie et ça me permet d'avancer et j'ai l'impression de faire des choses bien. Voilà, chacun a sa définition et je respecte totalement la définition de chacun. Je pense que c'est comme ça qu'on fera avancer les choses parce que voilà, trop définir l'impact, je pense que ça tuera l'innovation aussi. Oui, complètement, parce que c'est vrai que c'est très large, c'est assez large. Et allez, la petite dernière question, c'est la question totem du podcast. Quel est ton aventurier préféré? Mon aventurier préféré? Ouais, pour expliquer un petit peu, c'est que en fait, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un parallèle entre ceux qui entreprennent dans la santé et qui vont défricher des territoires inexplorés. Donc typiquement ce que vous faites avec Résilience, vous êtes les premiers, vous êtes vraiment des pionniers là-dedans, et un peu l'état d'esprit aventurier, explorateur qui va se lancer à l'aventure et qui va découvrir des territoires inexplorés. Donc je m'intéresse un petit peu à cette notion-là et de savoir s'il y a justement un aventurier, un explorateur qui peut t'inspirer, qui peut te motiver un peu tous les jours dans tes missions, dans ton travail. Je vais faire simple parce que je vais dire commandant Cousteau. C'est parce que je trouve que c'est un explorateur qui est français, qui est mondialement reconnu et qui a montré la voie à plein de gens, qui a exploré les fonds marins pendant toute sa vie. Je trouve que c'est un bel explorateur. Ok, on va retenir le commandant Cousteau, c'est la première fois qu'on me le sort sur le podcast, donc ça en fait un nouveau de plus sur la liste des aventuriers. Merci en tout cas pour toutes les réponses que tu m'as données sur le podcast, et vraiment au plaisir de suivre toutes tes aventures avec Résilience. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Health Tech in Progress. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Mériadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Health Tech français.